votre nouvelle maîtresse. Comme on a déjà dû vous le dire, je suis Madame Marguerite. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un peu connaissance. Qu'est-ce qu'une bonne classe pour Madame Marguerite? C'est une classe où règne un bon climat. Compréhension, estime, amour du professeur pour les élèves et des élèves pour le professeur. Cette même atmosphère de chaleur que l'on retrouve chez soi au sein de sa famille. La nature est très bonne avec vous. Vous avez beaucoup de chance d'être sur la Terre. Vous n'êtes pas né pour rien. Vous êtes né pour obéir! Écoutez-moi bien! S'il y a une chose que votre professeur ne tolérera pas, c'est la désobéissance. Je ne veux pas avoir un seul problème de discipline d'ici la fin de l'année. Parce que pour avoir une classe en or, il faut une discipline de fer! Je veux pouvoir entendre voler une mouche. Toutes les mouches. Je veux le silence! Silence! Il s'agirait aussi de se tenir convenablement sur ses chaises. Toi là-bas, au 10e rang, où tu te crois? Dans une école de pute? Et toi là, la grande, non mais sur quoi tu te crois assise? Hein? Parfait. Monsieur le directeur me l'avait dit. Il m'a dit, Madame Marguerite, je vous donne des élèves de première classe. C'est un plaisir d'enseigner dans ces conditions. Aujourd'hui, nous avons cours de biologie. Non, ne vous attendez pas à un cours d'éducation sexuelle. J'aime autant vous le dire tout de suite, je ne vais pas me ridiculiser à vous enseigner les choses de la vie. Les choses de la vie, figurez-vous, on ne les voit qu'en 3e. Alors perdez ce genre d'espoir et en vitesse. Ce n'est pas moi qui vais vous apprendre à vous embrasser, à vous sauter les uns les autres. Ça, pas question. Ce n'est pas dans le programme. Allez l'apprendre dans la rue avec vos mamans. Je ne vais pas me ridiculiser à me débrailler devant vous. Monsieur le directeur m'a expressément défendu de montrer mes seins. Même un seul. Ce que Madame Marguerite va vous apprendre est beaucoup moins compliqué. Beaucoup plus primaire, au niveau des enfants que vous êtes. Il y a 3 grands principes en biologie. Ou plutôt, il y a un grand début, un milieu de dimensions variables et une grande fin. Le début, je vous en ai déjà parlé. Vous êtes tous nés un jour ou l'autre sans qu'on vous demande si vous étiez volontaire. Vous êtes nés, un point c'est tout. Comment, pourquoi, là forcément il y a un truc. Vous ne le connaissez pas. Mais ça vous intéresse parce que c'est un truc dégueulasse. Voilà le principe de base. Le second principe de la biologie, c'est le milieu. Le milieu, c'est la vie, c'est papa, c'est maman, c'est Madame Marguerite. C'est l'école, l'examen d'entrée en 6e, les devoirs, les leçons, la discipline. Enfin, tout ce qui compose le bonheur d'un enfant. Le 3e principe de la biologie, c'est le plus grave. Il est de mon devoir, en tant qu'éducateur, de vous annoncer une chose que vous ignorez puisque vous n'êtes que des enfants, mais qu'il faut savoir. Vous allez tous mourir. Tous, sans exception. Madame Marguerite va l'écrire au tableau pour que vous ne risquiez pas de l'oublier. Vous allez tous mourir. Tout le monde voit bien? Demain, comme nous avons français, Madame Marguerite nous fera faire une rédaction. Chaque élève devra me décrire son propre enterrement, avec ses petits mots à lui, ses petites images. C'est justement pour développer votre imagination. Chaque élève devra me remettre un enterrement entièrement différent des autres. Si j'en prends un qui copie sur le voisin, c'est 0 à tous les deux, c'est bien compris? Silence! Silence! Combien de fois est-ce que vous vous passez le disque? Est-ce que vous me prenez pour un jukebox? Vous vous trompez! L'école, c'est pas le bistrot! On est là pour apprendre! Sérieusement!
avec vous. De même, Madame Marguerite ne vous cache pas les réalités de la vie, même les plus âpres. Elle sait vous révéler tout ce qu'il y a de simple, tout ce qu'il y a de beau, la poésie du monde. Ce n'est pas au lycée que vous apprendrez la poésie, c'est ici. Courage, vous y arriverez. Madame Marguerite en est sûre. Nous y arriverons ensemble, en équipe. Qu'est-ce qu'il veut, mon petit bonhomme? Qu'est-ce qu'il m'a demandé de venir ici? Adieu, Madame Marguerite. Madame Marguerite n'est pas fâchée, mais on ne vient pas au tableau si on n'est pas interrogé. Retourne vite à ta place. Attends un second, mon chéri. Viens ici. Madame Marguerite veut vous montrer quelque chose. Regardez bien. Et voilà! T'as bien vu? Espèce de con! Et la prochaine fois, je te crème un œil! Vous n'avez pas intérêt à vous amuser comme ça avec moi, c'est clair? Madame Marguerite a eu des petits problèmes de discipline à résoudre. C'est normal, c'est la prison. Mais l'essentiel, c'est que vous savez 2-3 choses de biologie. On va essayer d'aller plus loin, n'est-ce pas? Je suis votre amie. Et je veux que vous soyez mes amis. Et l'an prochain, en 6e, j'aimerais avoir des amis. Est-ce un rêve? Oh. Voilà la récréation. Et il ne manquait plus que ça. Sauvé par le gong. Parce que maintenant, avec ces conneries d'association de parents d'élèves, on n'a même plus le droit de continuer le cours pendant la récréation, sans quoi il faut balance au recteur. Personne ne bouge. Je suis obligée de m'arrêter, mais je peux vous empêcher de sortir dans la cour. Restez à vos places. La conférence de Madame Marguerite reprend dans 5 minutes. Faites-le entrer. Entrez. Entrez, bonjour. Comment va? Bon. Ne tournons pas autour du pot. Tout n'est pas ça. De acuerdo? Vous êtes un homme civilisé. Moi aussi. Avez-vous la foi? Moi, oui. D'après vous, Dieu est dans quel camp? Je vais boire un verre. Vous vous demandez sans doute où est votre femme? Elle est dans une autre pièce. Une très belle femme. Bon sang que ça fait du bien. Ne vous inquiétez pas, je tiens l'alcool. Ici, tout le monde me respecte. Vous y compris, j'imagine. À mon sens, c'est la conduite qui convient. Debout. Assis. Merci infiniment. Dites-moi donc, comme votre femme est belle, vous avez beaucoup de chance. Dites-moi, un pour la route, je crois.
N'est-ce pas que vous me respectez? Ai-je raison de le penser? Je ne vous connais pas. Mais vous me respectez. Je ne connais pas. Est-ce à dire que vous ne me respectez pas? Est-ce à dire que vous me respecteriez si vous me connaissiez mieux? Aimeriez-vous me connaître mieux? Est-ce que vous aimeriez me connaître mieux? Ce que j'aimerais ne change rien à la situation. Bien au contraire. J'ai tellement entendu parler de vous. Je suis vraiment ravi de vous connaître. Ravi n'est peut-être pas le mot exact. Intrigué. Je suis intrigué. D'abord parce que j'ai tellement entendu parler de vous. Et ensuite, parce que si vous ne me respectez pas, vous êtes unique. Un pour la route. Vous aimez le whisky? On m'a dit que vous avez une maison adorable, des tas de livres. Il paraît que certains de mes hommes ont mis un peu de pagaille, pissé sur la moquette, des choses comme ça. Je dois vous dire que je désapprouve complètement. Je vous parle simplement. Mais vous savez ce que c'est. Ils ont tellement de responsabilités, alors de temps à autre, ils pissent sur quelques moquettes. Vous le comprenez, vous n'êtes pas un idiot. Votre fils va bien. Oh, je suis sûr qu'il va bien. Quel âge a-t-il déjà? 7 ans, pas loin. Un beau gaillard, ce qu'on m'a dit. N'empêche, il n'aurait pas dû se conduire comme il l'a fait. Bref, est-ce qu'il va bien? Je ne sais pas. Oh, je suis sûr qu'il va très bien. Il est quelque part au 2e étage. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous me dites? Nous sommes amis. Je suis prêt à parler franchement avec vous, comme un ami véritable. J'aime la mort. Et vous? Et vous, est-ce que vous aimez la mort? La mort, pas nécessairement la vôtre, les autres. La mort des autres. Est-ce que vous aimez la mort des autres aussi intensément que moi? Et la mort. La mort, la mort. La mort, c'est ce qu'il y a de plus pur, de plus harmonieux au monde. La fornication à côté, c'est de la piquette. Puisque nous parlons de fornication, est-ce qu'elle baise? Ou bien est-ce qu'elle... Qu'est-ce qu'elle aime? Je vous parle de votre femme, votre femme. Vous connaissez la vieille blague? Et comment elle baise? Et comment elle baise? Enfin, nous sommes tous des créatures de Dieu, même votre femme. Vous savez, mon vieux, il y a d'autres choses que j'aime en dehors de la mort, des tas d'autres choses. La nature, les arbres, des trucs comme ça, un beau ciel bleu, les fleurs,
sincèrement, est-ce que vous commencez à m'aimer? Votre femme, oui, je crois. Elle commence à tomber amoureuse de moi. Elle est sur le point de tomber. L'ennui, c'est que j'ai des rivaux. Oui, parce qu'ici, tout le monde est tombé amoureux de votre femme. Quoi? Allons, que se passe-t-il? Pour la route, un petit verre. Un petit verre. Qu'est-ce que vous me diriez d'un petit verre? Buvez ça. Buvez. Allez. Vous ne voulez pas boire avec moi? Ah, à la bonne heure. À votre santé. Vous pouvez vous en aller. Vous pouvez partir. Allez, allez, sortez. Nous vous reverrons, j'espère. Venez, profitez de la vie. Soyez sages. Aimez votre femme. Elle vous rejoindra dans une petite semaine à propos. Si elle se sent d'attaque. Pardon? Mon fils. Oh, votre fils! Ne vous inquiétez pas pour lui. C'était un petit chieur. Un jour d'hiver, à la demande du roi Louis VII, Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre, et Thomas Becket, archevêque de Canterbury, se retrouvèrent sur une plage de France pour une tentative de conciliation. Tu as vieilli, Thomas. Vous aussi, Altesse. Vous n'avez pas trop froid? Si, je pèle de froid. Tu es content, toi. Tu es dans ton élément. Les pieds nus en plus. C'est ma nouvelle coquetterie. Je crève d'engelure. Tu n'en as pas? Si, bien sûr. Tu les offres à Dieu, au moins, saint moine. J'ai mieux à lui offrir. Ne commençons pas tout de suite. Sinon, nous allons nous disputer. Parlons de choses indifférentes. Tu sais que mon fils a eu 14 ans? Il est majeur? Il s'est amélioré? Un petit imbécile. Sournois comme sa mère. Ne te marie jamais. La question est réglée maintenant. Et par votre Altesse. C'est elle qui m'a fait ordonner prêtre. Ne commençons pas tout de suite, je te dis. Parlons d'autre chose. Votre Altesse a beaucoup chassé? Tous les jours. Et ça ne m'amuse plus. Elle a de nouveaux faucons? Les plus chers, mais ils volent mal. Et les chevaux? Le sultan m'a offert 4 étalons superbes pour le 10e anniversaire de mon règne. Mais il fout tout le monde par terre. Personne n'a encore réussi à les monter. Et il faudra que je vienne voir ça un jour. Et ils te mettront par terre comme tous les autres. Et on verra ton cul sous ta robe. Du moins je l'espère. Sinon c'est à désespérer de tout. Vous savez ce que je regrette le plus, Altesse? Ce sont les chevaux. Et les femmes. J'ai oublié, mon prince. Hypocrite. Tu es devenu hypocrite en devenant curé. Et pourquoi m'appelles-tu non ton prince, comme autrefois? Parce que vous êtes resté mon prince. Alors pourquoi me fais-tu du mal? Parlons d'autre chose. De quoi? J'ai froid. Je vous ai toujours dit, mon prince, qu'il fallait lutter contre le froid avec les armes du froid.
Mettez-vous nu tous les matins et lavez-vous à l'eau froide. Je l'ai fait autrefois, quand tu étais là pour m'y obliger. Depuis, je ne me lave plus. Je pue. Je m'ennuie, Beckett. Mon prince, je voudrais tant pouvoir vous aider. Alors qu'est-ce que tu attends? Tu vois bien que je suis en train de crever? Que l'honneur de Dieu et l'honneur du roi se confondent. Mais ça risque d'être long. Oui, cela risque d'être long. Si l'on n'a plus rien à se dire, il vaut autant aller se réchauffer. On a tout à se dire, mon prince. L'occasion ne se présentera peut-être pas 2 fois. Alors fais vite. Sinon ce sont 2 statues de glace qui se réconcilieront dans un froid définitif. Je suis ton roi, Beckett, et tant que nous sommes sur cette terre, tu me dois le premier pas. Je suis prêt à oublier bien des choses, mais pas que je suis ton roi. C'est toi qui me l'as appris. Ne l'oubliez jamais, mon prince. Fût-ce contre Dieu. Vous avez autre chose à faire. Tenir la barre du bateau. Et toi? Qu'est-ce que tu as à faire? J'ai à vous résister de toutes mes forces quand vous barrez contre le vent. La besogne a été une fois pour toutes partagée. Le malheur est qu'elle ait été entre nous 2, mon prince, qui étions amis. Qu'espères-tu? Me convaincre? Ma faiblesse? Non, votre faiblesse m'atterrerait. Me vaincre par la force? C'est vous qui êtes la force. Me convaincre? Non plus. Cela n'est pas nécessaire. Il faut pourtant être logique, Beckett. Non. Il faut seulement faire absurdement ce dont on a été chargé, jusqu'au bout. Je t'ai bien connu pourtant, petit Saxon. 10 ans. À la chasse, à la guerre, au bordel. Des nuits entières derrière des pots de vin. Et au lit de la même fille, quelquefois. Et au conseil, devant la besogne. Absurdement. Voilà qui ne te ressemble guère. Peut-être. Il ne me ressemble plus. Tu as été touché par la grâce. À part celle que vous croyez, j'en suis indigne. Alors? Je me suis senti chargé de quelque chose. Pour la première fois, quelque part en France, dans cette cathédrale vide où vous m'avez ordonné de prendre ce fardeau. J'étais un homme sans honneur. Et tout d'un coup, j'en ai eu un. Celui que je n'aurais jamais imaginé devoir devenir mien. Celui de Dieu. Et si nous parlons de choses précises, Beckett, avec des mots à ma portée, si nous n'en finirons pas, Je suis précis. alors c'est moi qui suis un imbécile? Parle-moi comme un imbécile, c'est un ordre. Lèveras-tu l'excommunication de Guillaume d'Ailesford et celle que tu as prononcée contre des hommes à moi? Non, mon roi. Car je n'ai que cette arme pour défendre l'Église, cet enfant à moi confié. Accepteras-tu les 12 propositions que mes évêques ont admises en ton absence à Northampton? Et notamment de renoncer à cette protection abusive des clercs saxons qui se font tonsurer pour fuir la glèbe? Non, mon roi. Car mon devoir est de défendre mes brebis. Et ils sont mes brebis. Je n'accepterai pas non plus que le choix des curés échappe à l'épiscopat, ni qu'aucun clerc ne soit justiciable d'une autre juridiction que l'Église. Ce sont là mes devoirs de pasteur. Mais j'accepterai, par esprit de paix, et parce que je sais qu'il faut que vous restiez le roi, les 9 autres articles. Fort l'honneur de Dieu. Bien soit. Je t'aiderai à défendre ton église, puisque c'est là ta nouvelle vocation, en souvenir du compagnon que nous avons été. Fort l'honneur du royaume. Tu peux rentrer en Angleterre, Beckett. Merci, mon prince. Je comptais de toute façon m'y rendre et m'y livrer à votre pouvoir, parce que sur cette terre vous êtes mon roi, et pour ce qui est de cette terre, je vous dois obéissance. Eh bien, nous avons fini. Rentrons maintenant. J'ai froid. Moi aussi, maintenant, j'ai froid. Tu ne m'aimais pas, n'est-ce pas, Beckett?
Dans la mesure où j'étais capable d'amour, si, mon prince. Et tu t'es mis à aimer Dieu. Tu es bien resté le même, sale tête, à ne pas répondre aux questions qu'on te pose. Je me suis mis à aimer l'honneur de Dieu. Rentre en Angleterre. Je te donne ma pierre royale. Je n'aurais pas dû te revoir. Ça m'a fait mal. Mon prince. Non, pas de pitié. C'est sale. Rentre en Angleterre. On a trop froid ici. Adieu, mon prince. Me donnez-vous le baiser de paix? Non. Non, je ne puis plus te voir. Je ne puis plus t'approcher. Plus tard. Plus tard. Quand je n'aurai plus mal. Adieu, mon prince. Je m'embarquerai demain. Je sais que je ne vous reverrai plus. Comment oses-tu dire cela? Après que j'ai donné ma parole royale? Me prends-tu pour un traître? Thomas! Le 29 décembre 1170, Thomas Becket fut assassiné dans sa cathédrale de Canterbury. C'est moi, tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une araignée dans la salle de bain. Quoi? Et il y a une grosse araignée noire dans la salle de bain. C'est pour ça que tu me fais venir à 3 h du matin? Pour une araignée? Mais enfin, tu sais comme je suis avec les insectes. Je peux pas dormir alors qu'il y a une bête qui galope dans ma salle de bain. Mais tu l'as, bon sang! Qu'est-ce qui t'ôte par an chez toi? Tu n'as pas une bombe insecticide? Non. Je t'ai déjà dit 1000 fois de toujours avoir une bombe insecticide à portée de la main. Tu sais jamais qui va venir te ramper dessus. Oh oui, je sais, il y a une trousse de premier secours et un extincteur et... Très bien. Dieu du ciel, trouve-moi vite une revue ou quelque chose. Tu peux te moquer de moi, mais moi je suis pareil à toute éventualité. Tsunami, tremblement de terre. C'est quoi ça? T'es allé à un concert de rock? Oui. Ah oui, vraiment? Et ça t'a plu? C'était quoi? Enfin, je veux dire, c'était du hard rock, ce genre de choses qui rend complètement sourd ou C'était génial. Parfait. Super. Eh ben, j'ai eu l'excellente idée. Appelle le type qui t'a emmené à ce concert. Tu l'appelles et il peut venir tuer l'araignée. Faut te appeler. Tu veux m'aider ou non? Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Depuis quand tu lis des journaux réac? J'essaie de m'intéresser à tous les points de vue. Merveilleux. Alors pourquoi tu ne demandes pas au responsable d'Action Française de venir s'occuper de ton araignée? Je te trouve un peu hostile, tu sais. Tu as l'air fatigué. Tu as maigri. Il est 3 h du matin, tu m'as sorti du lit, j'ai couru jusqu'ici, j'ai pas pu trouver de taxi. J'ai monté l'escalier 4 à 4. T'aurais dû me voir en début de soirée. Crois-moi, j'avais bien meilleure mine. Bon. Bon, et à part ça, avec le rocker facho, c'est du sérieux ou quoi? Tu veux un bol de chocolat chaud? Pour qui tu me prends? Pour ton fils? J'ai acheté le chocolat que tu aimes. Bon. Parle-moi de l'araignée. Elle est splendide, elle t'attend dans la salle de bain. Avec Bruce Springsteen? Moi surtout, ne l'écrase pas comme une crêpe. Hein. Et quand tu l'auras tué, jette-la dans les toilettes et tu tires la chasse, ok? Tu tires la chasse 2 fois. Ma chérie, s'il te plaît. Ça fait 20 ans que je tue des araignées, ok? Quoi? Il y en a 2. Et alors? Et alors, on a un gros problème. Je savais pas que des araignées pouvaient être aussi grosses, mais là, on a affaire à une araignée hors du commun, à 2 araignées. Tu as pas un balai, quelque chose? Non, c'est resté chez toi. Une pelle à neige, n'importe quoi. Mais tout est resté chez toi. Ok, je vais me débrouiller avec ça. Non mais attends, qu'est-ce que tu vas faire avec mon parapluie? Mon lapin, il y a là, dans ta salle de bain, une meute d'araignées, dont une à la taille d'un tank. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi t'as du savon noir? C'est bon pour le teint? Et ta prochaine étape?
Rejoindre un groupe de hard rock sénégalais? Oh non, mais qu'est-ce que tu fais? Ne t'inquiète pas! Voilà, c'est fait. Je les ai écrasées toutes les deux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Tu veux que je les récupère et que je les réanime? Ne pars pas, s'il te plaît. S'il te plaît. Et comment ça ne part pas? Mais qu'est-ce qu'il prend? T'as une invasion de termites maintenant? Je sais pas, tu manques tellement. Ah oui, vraiment? Oui. Papy, Quoi? tu étais seule dans la chambre quand j'ai appelé? Comment ça? Je veux dire, est-ce qu'il y avait une autre... je crois entendre une voix. C'était la radio. Enfin, je veux dire, c'était la télévision. C'est ça, j'étais en train de regarder la télévision. Bien sûr, la télévision. Et est-ce qu'elle embrasse aussi bien que moi, ta télévision? Monsieur, ceci est indigne, ceci est odieux, ceci est infâme. Quelqu'un de votre peuple, savez-vous cela dans la France, vient de mutiler le nom de votre femme, gravé au-dessous de mes armoiries de famille, sur la façade de votre propre palais. La chose s'est faite, en plein jour, publiquement par qui, je l'ignore, mais c'est bien injurieux et bien téméraire. On a fait de mon nom un écriteau d'ignominie. Et votre populace de Ferrare, qui est bien la plus infâme populace de l'Italie, est là qui ricane autour de mon blason, comme autour d'un pilori. Est-ce que vous vous imaginez, Don Alphonse, que je m'accommode de cela, et que je n'aimerais pas mieux mourir en une fois d'un coup de poignard, qu'en 1000 fois de la piqûre envenimée du sarcasme et du colibé? Par Dieu, monsieur, on me traite étrangement de votre seigneurie de Ferrare. Ceci commence à me lasser. Je vous trouve l'air trop gracieux et trop tranquille pendant que l'on traîne dans les ruisseaux de votre ville la renommée de votre femme déchiquetée à belle dent par l'injure et la calomnie. Il me faut une réparation éclatante de ceci. Je vous en préviens, monsieur le duc. Préparez-vous à faire justice. C'est un événement sérieux qui arrive là, voyez-vous. Est-ce que vous croyez par hasard que je ne tiens à l'estime de personne au monde et que mon mari peut se dispenser d'être mon chevalier? Non, non, monseigneur, qui épouse, protège, qui donne la main, donne le bras, chiquante. Tous les jours, ce sont de nouvelles injures, et jamais je ne vous envoie ému. Est-ce que cette boue dont on me couvre en Alphonse ne vous éclabousse pas? Allons sur mon âme, courroucez-vous un peu, que je vous vois une fois dans votre vie vous fâcher à mon sujet, monsieur. Vous êtes amoureux de moi, dites-vous quelquefois, soyez-le donc de ma gloire. Vous êtes jaloux, soyez-le de ma renommée. Si j'ai doublé par ma dot vos domaines héréditaires, si je vous ai apporté par le mariage non seulement la rose d'or et la bénédiction de Saint-Père, mais ce qui tient de plus de place sur la surface du monde, Sienne, Rimini, Césanas, Paulette et Piombino, et plus de villes que vous n'aviez de châteaux, et plus de duchés que vous n'aviez de baronnies. Si je fais de vous le plus puissant gentilhomme de l'Italie, ce n'est pas une raison pour que vous laissiez votre peuple me railler, me publier, m'insulter, pour que vous laissiez votre Ferrare montrer du doigt à toute l'Europe, votre femme plus méprisée, plus bas placée que la servante de balai de vos palefreniers. Je vous le déclare,
crimes d'aujourd'hui soient recherchés et notablement punis. Ou je m'en plaindrai au pape, je m'en plaindrai au Valentino, qui est à Forlì avec 15 000 hommes de guerre. Voyez si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil. Je veux que l'on comprenne bien qu'en aucun cas je ne désire, en guise de cadeau de Noël, me voir offrir un missel prince de Galles. Je ne saurais trop le répéter. On devrait organiser des cours techniques concernant l'art d'offrir des cadeaux. Personne ne semble avoir la moindre idée de ce que les autres souhaitent. Il y a par exemple la parente éloignée, qui part du principe qu'une cravate est toujours utile, et vous envoie une horreur bariolée et qu'on ne peut porter qu'en secret ou sur certains trottoirs. Et puis, il y a les tantes, espèces délicates en matière de cadeaux. Le problème, c'est qu'on ne les attrape jamais assez jeunes. Lorsque leur éducation est achevée, qu'elles ont enfin compris que dans les beaux quartiers, on ne porte pas de moufles rouges en laine, elles trépassent, ou se brouillent avec la famille, ou font toute autre chose aussi stupide. C'est pourquoi l'approvisionnement en tente convenablement dressée est toujours si précaire. Prenons l'exemple de ma tante Agatha. Pour Noël, elle m'a envoyé une paire de gants. Elle a poussé le scrupule jusqu'à choisir quelque chose de portable, avec même le nombre convenable de boutons. Simplement, elle n'a pas choisi la bonne taille. Je les ai envoyés à un garçon que je déteste profondément. Cela m'a fait presque autant de plaisir que si j'avais envoyé un bouquet de fleurs blanches à ses funérailles. Mais je n'ai pas manqué d'écrire à ma tante que c'était exactement ce dont j'avais besoin pour voir mon existence éclore comme une rose. Elle a dû trouver cela bien frivole. Elle vient de ces régions du Nord où l'on vit dans la peur de l'enfer. Ah là là. En tout état de cause, si l'on n'est pas en mesure de choisir sa tante, le mieux semble, en fin de compte, de se choisir un cadeau et de lui envoyer la facture. Ah là là. Je ne vois pas où réside la difficulté à choisir des cadeaux qui plaisent. Je ne connais personne ayant reçu une éducation qui rechignerait devant l'une de ces bouteilles de liqueur disposées avec art dans la vitrine des meilleures boutiques. Mais même les amis proches qui devraient être au courant de ce qui plaira ont de drôles d'idées sur la question. Non, je ne collectionne pas les œuvres d'Omar Khayyam dans une édition bon marché. J'ai donné les 4 dernières copies qui m'avaient été offertes à mon garçon d'ascenseur. Et j'ai du plaisir à l'imaginer en train de les lire à sa maman âgée. Je ne suis pas comme cette femme de la Bible, juste au-dessus des rubis. Elle devait représenter un sacré problème au moment des fêtes. Non, moi ce qui fait mon charme, c'est qu'un rien me fait plaisir. La limite étant le missel prince de Galles. Marceline est malade. Tous les gens sont occupés et personne ne me voit écrire. L'Indore. Fermons toujours ma lettre, quoique j'ignore quand et comment je pourrais la lui faire tenir. Je l'ai vu à travers ma jalousie parler longtemps au barbier Figaro. C'est un bonhomme qui m'a parfois montré de la pitié. Si je pouvais l'entretenir un moment. Monsieur Figaro, que je suis aise de vous voir. Votre santé, madame. Oh, pas trop bonne. L'ennui me tue. Je le crois. Il n'engraisse que les sots. Avec qui
allez-vous donc là-bas si vivement? Oh, je n'entendais pas, mais... Avec un jeune bachelier de mes parents, de la plus grande espérance, plein d'esprit, de sentiments, de talent et d'une figure fort revenante. Oh, tout à fait bien. Je vous assure. Et il se nomme? L'un d'or. Il n'a rien. Mais s'il n'eût pas quitté brusquement Madrid, il pouvait y trouver quelques bonnes places. Il trouvera, monsieur Figaro. Il trouvera. Un homme tel que vous le dépeignez n'est pas fait pour rester inconnu. Fort bien. Mais il a un grand défaut qui nuira toujours à son avancement. Un défaut, monsieur Figaro? Un défaut, mais en êtes-vous sûr? Il est amoureux. Il est amoureux. Et vous appelez ça un défaut? Ah, la vérité, ce n'en est un que relativement à sa mauvaise fortune. Que le sort est injuste. Et nomme-t-il la personne qu'il aime? Vous êtes la dernière, madame, à qui je voudrais faire une confidence de cette nature. Et pourquoi donc, monsieur Figaro? Je suis discrète. Cet homme vous appartient et il m'intéresse infiniment. Dites donc vite. Figurez-vous, la plus jolie, petite, mignonne, douce, tendre, accorte et fraîche, agaçant l'appétit. Pieds furtifs, taille à droite, élancés, bras dodus, bouche rosée, et des mains, des joues, des dents, des yeux. Que c'est charmant. Qui réside dans cette ville? En ce quartier. En cette rue peut-être? À 2 pas de moi. Que c'est vraiment charmant. Et cette personne est? Je ne l'ai pas nommé. Oh, c'est la seule chose que vous ayez oubliée, monsieur Figaro. Dites donc vite. Si l'on rentrait, je ne pourrais plus savoir. Vous y tenez absolument, madame. Eh bien, cette personne est la pupille de votre tuteur. La pupille? Du docteur Bartolo, oui, madame. Oh, monsieur Figaro, je ne vous crois pas, je vous assure. Mais c'est ce qu'il brûle de venir vous persuader lui-même. Oh, monsieur Figaro, vous me faites trembler. Tremblez. Fût donc, madame. Mauvais calcul. Quand on cède à la peur du mal, on ressent déjà le mal de la peur. D'ailleurs, je viens de vous débarrasser de tous vos surveillants jusqu'à demain. Mais s'il m'aime, il doit me le prouver en restant absolument tranquille. Et madame, amour et repos peuvent-ils demeurer en même cœur? La pauvre jeunesse aujourd'hui est si malheureuse qu'elle n'a que ce terrible choix. Amour sans repos ou repos sans amour. Repos sans amour, il paraît... Ah, bien languissant. Il semble en effet que amour sans repos se présente de meilleure grâce. Et pour moi, si j'étais femme... Il est vrai qu'une jeune personne ne peut empêcher un honnête homme de l'estimer. Aussi, mon parent vous estime-t-il infiniment? Mais s'il commettait quelque imprudence, il nous perdrait. Il nous perdrait. Et si vous le lui recommandiez expressément par une lettre a bien du pouvoir. Je n'ai pas le temps de recommencer celle-là, mais en la lui donnant, dites-lui bien Personne, madame. que c'est par pure amitié tout ce que je fais. Cela parle de soi. Tu Dieu, l'amour a tout autre allure. Par pure amitié, entendez-vous? Je crains que rebuté par quelques difficultés. Oui, quelques feux follets. Souvenez-vous, madame, que le vent qui éteint une lumière allume un brasier. Et que nous sommes ce brasier-là. D'en parler seulement, il exhale un tel feu qu'il m'a presque enfiévré de sa passion, moi qui n'y ai que voir. Dieu, j'attends mon tuteur. Oh, s'il vous trouvait ici. Passez par le salon du clavecin et descendez le plus doucement que vous pourrez. Soyez tranquille. Monique, Oui, papa? je peux savoir pourquoi tu réponds quand je t'appelle Monique?
Tu veux rire, papa? Oh non, pas du tout, ma petite fille. Mais alors, pas du tout. Pas parce que je m'appelle Monique? Tu t'appelles Monique? Toi, ma fille unique, tu t'appelles Monique? Oui, papa, depuis 18 ans. 18 ans, mais tu as quel âge? Il a 18 ans, justement. Ah, justement, je suis pas comptable, je suis ton père. Tout simplement ton père, au cas où tu l'aurais oublié. Et je peux savoir qui t'a appelé Monique? Toi, je suppose. Moi? Ah, et quand, s'il te plaît? À ma naissance, probablement. Moi, j'aurais appelé mon enfant Monique, la chair de ma chère Monique. Écoute-moi bien, ma petite fille, je suis loin d'être un homme parfait. Enfin, de là à appeler mon enfant Monique, et à sa naissance en plus, un tout petit bébé sans défense. Alors c'est maman. Fais très attention à ce que tu dis. Tu affirmes là devant moi que ta propre mère t'aurait appelé Monique? Enfin, papa, qu'est-ce qui te prend? Non, parfait, parfait. On va en avoir le cœur net. Allô? Allô? Ah, allô, chérie, c'est moi, oui. Oui, je te dérange. Non, j'en ai pour 2 minutes. Voilà. C'est notre grande fille. Elle vient d'affirmer devant moi qu'elle s'appelle Monique. Oui, oui, t'as bien entendu, Monique. Elle est très étonnée. Oui, oui, non, mais vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a demandé si je plaisantais. Mais qu'est-ce que tu veux? Que je te montre mon passeport? Ton passeport. Ça y est, j'ai compris. Mais oui. Ah, quel crétin je fais. Monique, c'est le nom de ton mari. Tu t'appelles Monique, Madame Monique. Ah, coquine, hein, je marchais pas, je courais. Mais je n'ai pas de mari, papa. Tu n'as pas de mari? Non, j'ai un ami. Bah, comment se fait-il que tu portes son prénom? On peut s'appeler maintenant Madame Monique sans avoir épousé Monsieur Monique. Enfin, qu'est-ce que tu me racontes là? Je ne te raconte rien. J'y suis. Ouais, voilà, j'y suis. C'est la nouvelle loi. Celle qu'ils ont faite pour les homosexuels, le mariage sans le mariage. Mais oui, je comprends mieux, voilà. C'est ça, ton mari est homo, et tu as honte de me le dire. Tu connais bien mal ton père, sache que si tu es heureuse, et je le suis, peu importe avec qui tu vis. Cela dit, encore heureux que nous ne t'ayons pas appelé Monique. Donc aujourd'hui tu t'appellerais Monique. Papa, tu devrais aller te reposer. Me reposer, moi, alors que ma propre fille refuse de me dire son prénom. Crois-moi, ça c'est beaucoup plus scandaleux que d'épouser un pédéraste. Bon, cela dit, je te conseille de l'annoncer en douceur à ta mère. Tu connais, elle est pointilleuse. Dès qu'on s'écarte d'1 millimètre de la règle, elle devient folle. Tu te souviens de mon mariage avec elle? Mais je n'étais pas née, papa. Je me suis marié avec ta mère, tu n'étais pas née? Non, papa. Je ne peux pas le croire, on s'est marié pour toi et tu n'es pas venu? Non, papa. Bah, même pas au cocktail après, même pas trinqué. Ah merde, on était parents tout de même. Papa, je n'étais pas conçue. Tu le sais bien. Maman n'aurait jamais accepté de se marier enceinte. Ouais, là tu as raison, je vois mal Yolande passer devant le maire, ou pire encore le curé, avec un péché dans l'abdomen. Qui est Yolande? Ta mère. Maman s'appelle Nathalie, papa. Non, ta mère s'appelle Yolande. Comme sa sœur, sa mère, sa grand-mère, sa tante, ses cousines.
Je pensais qu'elle était la seule à ne pas s'appeler Non, Yolande. non, elle n'y a pas coupé. Comme toutes les filles de sa famille, elle s'appelle Yolande. Je sais, ça doit te faire un choc. Ah ça? Apprendre à 18 ans que sa mère ne s'est jamais appelée Nathalie? Tu te rends compte, j'espère? Oui, enfin, oui. Je voulais complètement éviter de te le dire, mais je savais qu'à un moment, je pouvais pas m'en empêcher. Et pourquoi? Pourquoi vous m'avez menti? Bah, c'est moi. C'est moi qui ai voulu qu'on appelle ta mère Nathalie dès que tu es née. J'avais peur qu'on se moque de toi à l'école, que tes copines rigolent en apprenant que ta mère s'appelait Yolande. Eh oui, tu étais ma petite fille chérie. Et une petite fille doit courir dans les champs, lire les poésies, apprendre l'espagnol, préparer sa communion solennelle, et penser au prince charmant qui viendra et qu'elle épousera, même s'il est homosexuel. Et c'est pour ne pas me dire que moi aussi, je m'appelle Yolande, que vous m'avez appelée Monique? Mais tu t'appelles pas Yolande ni Monique! Oh, Mais alors comment je m'appelle? ça fait 18 ans, ma petite chérie, 18 ans. Tu te souviens de ce que tu faisais, toi, il y a 18 ans? Je venais au monde. Ah oui, enfin, c'est trop facile, trop vague. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui ne va pas? Je crois que tu as raison pour Henri. Qui c'est Henri? Mon ami. Ah, il s'appelle Henri. Ah bah tu vois ça, j'aime beaucoup. J'aurais été un garçon, j'aurais adoré t'appeler Henri. Je reconnais, c'est quand même autre chose que Monique. Justement, je me le demande. Quoi? Je me demande parfois s'il n'aurait pas dû s'appeler Monique. Oh bah non, je t'en prie, non. Je m'ai ouvert les yeux tout à l'heure. Je suis en train de réaliser que parfois il se comporte comme une fille. Je t'ai déjà dit que pour moi ça n'avait aucune importance. Je n'ai rien vu. Rien. J'étais aveugle. Et pourtant, tu sais ce qu'il vient de faire? Henri? Oui. Il vient d'inviter un lanceur de javelot qui prépare les Jeux Olympiques. Ah bon, ça c'est une bonne idée. Non, je crois que tu comprends pas. Il l'a installé dans son appartement. Bon, écoute, il accueille un lanceur chez lui, il lui offre un toit, il l'entoure d'affection. Bah, c'est très important, tu sais, de se sentir aimé avant la compétition. Non. Je crois que Henri est sur la bonne voie pour qu'on s'en sorte. Que qui s'en sort? Ben, la France, ma chérie, la France du javelot. J'ai peur qu'il ne revienne jamais, papa. Tu lui as dit que tu t'appelais Monique? Tu penses que c'est à cause de ça? Bah, elle n'a pas sans doute arrangé les choses. Il ne l'a jamais reproché, je te le jure. Ton prénom? La haine de ton prénom, il l'a peut-être refoulé. Mon prénom. Bah oui, il l'a peut-être refoulé. Tu sais, c'est dur de vivre au quotidien avec quelqu'un qu'on doit appeler Monique. Alors c'est à cause de Monique qu'il est devenu homosexuel? Mets-toi à sa place, on ne peut pas lui en vouloir. Tu sais, il aurait très bien pu t'étrangler. Non, je crois que la situation, elle tourne pas mal. Tu n'as pas de mal. Je comprends mieux. Pauvre Henri. Ouais, pauvre Henri. Ça n'a pas dû être rose pour lui tous les jours. Papa, Oui. je crois que je me suis jamais sentie aussi proche de toi qu'aujourd'hui. Ah oui, c'est d'autant dommage que je ne sache toujours pas comment tu t'appelles. Je suis désolée. Oh, c'est aussi un peu de ma faute, j'aurais dû m'en souvenir. Tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est qu'on aille tous ce soir au restaurant. Toi, Henri, Yolande, le lanceur de javelot, et moi. Ah, c'est une idée géniale, papa. Ouais, tous unis, ensemble. Un vrai dîner de famille. J'espère que je vais me souvenir où j'ai garé la voiture. Ce serait pas Hélène? Non.
Hélène de Troyes. Catherine de Médicis. Antigone. Madame de Sévigné, c'est ça. Madame de Sévigné, c'est ça, hein? Réfléchis bien avant de répondre. Bah, je réfléchis, papa. Ouais, tu me le diras ce soir au dessert. Ce sera mon cadeau d'anniversaire. C'est pas le 26, ton anniversaire? Oh, femme, créature faible et décevante. Nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tien est-il donc de tromper? Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter? On vient, c'est elle. Ce n'est personne. La nuit est noire au diable, et me voilà faisant le sot métier de mari, quoique je ne le sois qu'à moitié. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête, et partout je suis repoussé. J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie, et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire. Là, d'attrister des bêtes malades, et voulant faire un métier contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre. Me fussé-je mis une pierre au cou? Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. Auteur espagnol, je crois pouvoir y fonder Mahomet sans scrupule. À l'instant, un envoyé de je ne sais où se plaint de ce que j'offense dans mes vers la sublime Porte, la Perse, une partie de la péninsule de l'Inde, toute l'Égypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, de Tunis, d'Alger et de Maroc. Et voilà ma comédie flambée pour plaire au prince mahométan, dont pas un, je crois, ne sait lire, et qui nous meurtrisse l'omoplate en nous disant « chien de chrétien ». Ne pouvant avilir l'esprit, on se venge en le maltraitant. Mes joues creusaient, mon terme était échu. Je voyais de loin venir l'affreux record, la plume fichée dans sa perruque. En frémissant, je m'évertue. Il s'élève une question sur la nature des richesses. Et comme il n'est pas nécessaire de tenir les choses pour en raisonner, n'ayant pas un sol, j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit. Sitôt, je vois, du fond d'un fiacre, baisser pour moi le pont d'un château fort, à l'entrée duquel je laissais l'espérance et la liberté. Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours, si légers sur le mal qu'ils ordonnent. Je lui dirai que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où l'on en gêne le cours. Que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Là de nourrir un obscur pensionnaire, on me met un jour dans la rue. Et me voilà de rechef, sans emploi. Un grand seigneur passe à Séville. Il me reconnaît. Je le marie. Et pour le prix d'avoir eu par mes soins son épouse, il veut intercepter la mienne. Oh, bizarre suite d'événements. Comment cela m'est-il arrivé? Pourquoi ces choses et non pas d'autres? Qui les a fixées sur ma tête? Forcé de parcourir la route où je suis entré sans le savoir, comme j'en sortirai sans le vouloir, je l'ai jonché d'autant de fleurs que ma gaieté me l'a permis. Encore je dis ma gaieté sans savoir si elle est à moi plus que le reste. Ni même
quel est ce moi dont je m'occupe? Un assemblage informe de parties inconnues, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune. Laborieux par nécessité, mais paresseux, avec délice. Orateur selon le danger, poète par délassement, musicien par occasion, amoureux par folle bouffée. J'ai tout vu, tout fait, tout usé. Puis l'illusion s'est détruite et trop désabusée. Suzon, 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 que tu me donnes de tourments. Sur le navire du retour, moi, Cassandre, la captive. Retour pour les vainqueurs, et pour moi, enfin silencieuse, l'accomplissement nécessaire de ce que j'avais proféré. Le désastre que j'annonçais, aucun des miens n'y croyait. Bâillons de leur surdité sur mes lèvres de prophétesse. Mais à refouler mes paroles, ils avouaient qu'ils entendaient des parcelles de vérité et qu'elles leur insupportaient. Grosse de cette connaissance, portant mon enfant avorté, ce lourd savoir encombrant, bafoué par tous, annulé, il m'est arrivé d'oublier, de rire, pleurer, jouer, adolescente insouciante parmi les femmes troyennes. Habillée de banalité, me reposant de moi-même, par le tissage absorbé, semblable aux autres filles. Soudain, la montée du cri, marée haute et rauque, le retour de la vérité, sombre déferlement de savoir en ébriété. Heureuse ou moqueuse, les autres s'éloignaient de m'en dire pestiféré. Seule, avec pour compagne cette voix d'étrangeté et de folle lucidité, l'horreur de savoir avant même d'avoir appris ce qu'ils appellent vivre. La guerre de Troie n'aura pas lieu, Cassandre. Je te tiens à Paris, Andromaque. Cet envoyé des Grecs a raison. On va bien le recevoir. On va bien lui envelopper sa petite Hélène et on la lui rendra. On va le recevoir grossièrement. On ne lui rendra pas Hélène. Et la guerre de Troie aura lieu. Oui, si Hector n'était pas là. Mais il arrive, Cassandre, il arrive. Tu entends assez ces trompettes? En 7 minutes, il entre dans la ville, victorieux. Je pense qu'il aura son mot à dire. Quand il est parti, voilà 3 mois, il m'a juré que cette guerre était la dernière. C'était la dernière. La suivante l'attend. Cela ne te fatigue pas de ne voir et de ne prévoir que l'effroyable? Je ne vois rien, Andromaque. Je ne prévois rien. Je tiens seulement compte de 2 bêtises. Celle des hommes et celle des éléments. Pourquoi la guerre aurait-elle lieu? Paris ne tient plus à Hélène. Hélène ne tient plus à Paris. Il s'agit bien d'eux. Il s'agit de quoi? Paris ne tient plus à Hélène. Hélène ne tient plus à Paris. Tu as vu le destin s'intéresser à des phrases négatives? Je ne sais pas ce qu'est le destin. Je vais te le dire. C'est simplement la forme accélérée du temps. C'est épouvantable. Je ne comprends pas les abstractions. À ton aise. Ayons recours aux métaphores. Figure-toi un tigre. Tu la comprends celle-là, c'est la métaphore pour jeune fille. Un tigre qui dort. Laisse-le dormir. Je ne demande pas mieux. Mais ce sont les affirmations qui l'arrachent à son sommeil. Depuis quelque temps, Troie en est pleine. Pleine de quoi? De ces phrases qui affirment que le monde et la destinée du monde appartiennent aux hommes en général et aux Troyens et Troyennes en particulier. Je ne te comprends pas. Hector, en cette heure,
entre dans Troie. Oui, Hector, en cette heure, revient à sa femme. Et cette femme d'Hector va avoir un enfant. Oui, je vais avoir un enfant. Ce ne sont pas des affirmations, tout cela? Ne me fais pas peur, Cassandre! Quel beau jour, maîtresse. Ah oui, tu trouves? Troie touche aujourd'hui son plus beau jour de printemps. Jusqu'au lavoir qui affirme. Justement, Cassandre, comment peux-tu parler de guerre en un jour pareil? Le bonheur tombe sur le monde. Une vraie neige. La beauté aussi. Vois ce soleil. Il s'amasse plus de nacre sur les faubourgs de Troie qu'au fond des mers. De toute maison de pêcheurs, de tout arbre sort le murmure des coquillages. Si jamais il y a eu une chance de voir les hommes trouver un moyen pour vivre en paix, c'est aujourd'hui. Et pour qu'ils soient modestes, et pour qu'ils soient immortels. Oui. Les paralytiques qu'on a traînés devant les portes se sentent immortels. Et pour qu'ils soient bons, vois ce cavalier de l'avant-garde se baisser sur l'étrier pour caresser un chat dans ce créneau. Nous sommes peut-être aussi au premier jour de l'entente entre l'homme et les bêtes. Tu parles trop. Le destin s'agite, Andromaque. Il s'agite dans les filles qui n'ont pas de mari. Je ne te crois pas. Tu as tort. Ah, Hector rentre dans la gloire chez sa femme adorée. Il ouvre l'œil. Ah, les hémiplégiques se sentent immortels sur leur petit banc. Ils s'étirent. Ah, il est aujourd'hui une chance pour que la paix s'installe sur le monde. Ils se pourlèchent. Et Andromaque va avoir un fils. Et le cuirassier se baisse maintenant sur l'étrier pour caresser les matous dans les créneaux. Il se met en marche. Tais-toi! Sans bruit, il monte les escaliers du palais. Il pousse du mufle les portes. Le voilà. Le voilà! Andromaque! Tu mens! C'est Hector. Qui t'a dit autre chose? Ça suffit, maintenant tu sors. Mais- Dehors. Mais chérie, tu ne parles pas sérieusement. Il n'y a pas de chérie qui tienne. Dehors. Mais là, chérie, je ne te comprends pas. Qu'au bout d'un certain nombre d'années de mariage, la lassitude aidant, on se sépare. On n'est pas les seuls, je sais. Mais que tu me mettes à la porte brutalement ce soir, sachant pertinemment que j'ai aucune chance de m'en sortir vivant. Arrête, Arthur, s'il te plaît. Ah mais ça c'est sûr, mais si je passe cette porte, je suis un homme mort. Ah oui. Ah oui. Un mètre de neige, moins 30 degrés, un vent à 140 km/h. Non mais tu me vois traverser New York à pied? Très bien. Et si je me fais attaquer? Oh, mais il y a longtemps qu'il n'y a plus d'Indiens à Central Park. Et les bandits? Et les punks? Et les loups? Et oui, il paraît que quand les grands froids reviennent... Arthur, s'il te plaît. Bon, tu tiens absolument à ce que je m'en aille. Oui, Avec un mètre de neige. surtout. Eh oui, parce que si tu pars pas maintenant, dans 2 heures, ce sera 2 mètres de neige. Et alors là, évidemment, je ne pourrai pas te refuser la charité. Bon, très bien, je pars. J'aurais rien pu te dire de ce que je voulais, mais bon, d'accord. C'est tout dit. Mais non, on a à peine eu le temps. 2 heures. Mais on n'a pas parlé sérieusement. Fallait que je te parle de toi. De cet appartement. Tu as fait un montage financier exécrable et t'es dans le pétrin jusqu'au cou. Je me débrouillerai très bien toute seule. Mais je peux très bien arranger les choses. Je connais tout le monde à la banque. Un petit coup de fil. Allô, je suis le mari de Madame Foster. Non, tu n'es pas le mari de Madame Foster. Tu n'es plus le mari de Madame Foster. Mais quand est-ce que tu vas Oui, comprendre oui, ça à la oui, fin? oui, bon, d'accord, tu n'es pas possible, tu sais. Hein. Je me demande vraiment pourquoi j'insiste tant pour que tu rentres à la maison. Chérie, je t'ai déjà expliqué pourquoi tu insistes tant. Parce qu'il y a un trou dans ton décor. Tes meubles sont à leur place, tes canaris dans leur cage, tes diplômes au mur. Mais moi, je suis pas là. Alors, tu as une impression de manque, mais c'est purement Mais visuel. comment peux-tu dire ça? Oh, et puis zut, c'est toujours comme ça à chaque fois qu'on se voit. Alors maintenant, dehors. Bon, très bien, mais je te préviens, désormais, ne compte plus sur moi si tu as le moindre problème. Si j'ai un pépin, je l'appellerai. C'est ça, fais-la fière. Tu le regretteras avant longtemps. Oh non, mes clés. Arthur? Oui, ma chérie. Non, rien.
pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais si c'est votre chien que vous appelez, vous feriez mieux d'ouvrir la porte. C'est pas mon chien, c'est mes clés. Je me disais aussi. Un chien qui fait tut-tut. Oh là, mais vous êtes qui, vous d'abord? Qu'est-ce que vous faites sur mon palier? Je me présente. Michael Garden, votre voisin. 1m83, 83 kilos. Je suis bien élevé, cultivé. Je ne prends pas de drogue dure et je ne bats les femmes que si elles me le demandent très gentiment. Vous permettez? Comment avez-vous vous foutre dans une merde pareille? Bah, c'est vrai que vous êtes bien élevé, vous. Excusez-moi, en présence d'une jolie femme, je ne suis plus moi-même. Monsieur Garden, Vous voulez bien me rendre service, s'il vous plaît? Bien volontiers, Madame Foster. Je voudrais que vous descendiez et que vous alliez me chercher Lucas. En principe, il doit avoir un passe, non? Évidemment, tous les terriens enfin passent. Mais dites-moi, vous n'êtes pas sorti ce soir? Si, pourquoi? Et vous n'avez pas vu le petit mot dans le hall? Non, quel petit mot? Oh, un petit mot très gentil, dans lequel notre ami Lucas nous informe qu'il vient d'avoir un petit-fils dans le New Jersey et qu'il aura la joie de nous retrouver après le week-end. Après le week-end? Eh oui! Mais c'est dans 2 jours! Et dans 2 nuits! Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas passer la nuit sur le palier, moi, désolée, hein, mais d'autres en riraient, mais moi, là, Allons, calmez-vous. Vous n'avez personne chez qui aller? Oh bah si, Arthur, mon ex-mari, mais alors là, c'est le cercle vicieux qui recommence avec ses canaris et son univers rassurant. Non. Madame Foster, j'ai une idée. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais... Pourquoi ne vous installeriez-vous pas chez moi, dans mon appartement? Vous y seriez au calme, confortable, tranquille. Qu'en pensez-vous? J'en pense que vous me prenez vraiment pour un imbécile. Oh, mais pas du tout. Je dis ça par pure courtoisie. Je ne vais pas vous laisser à compter les moutons sur le palier, je suis un gentleman. C'est ça, et donc vous me proposez d'aller gentiment les compter bien installés dans votre lit? Mais enfin non. Vous n'avez pas confiance en moi? Pas du tout. On fait comme dans le film, là, vous savez, avec Doris Day. Vous dans le lit, moi sur le canapé. Comment s'appelle le film déjà? Un oreiller pour 2. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe si vous vous trompez de film? Comment cela? Bah qu'est-ce qui se passe si vous prenez envie de jouer, je sais pas moi, la guerre du feu? Tout d'abord, je trouve que ce n'est pas un mauvais film. Et puis je pense que pour vous, une expérience de homme de Cro-Magnon ne pourrait être que positif. Je vous imagine dans ma caverne. Moi, je me vêtirai de peau de bête. Vous, je traînerai par les cheveux. Vous êtes drogué ou quoi? Ah non, pas du tout. Je n'ai rien pris, rien fumé. En revanche, j'ai de la très bonne herbe si vous voulez. Bah c'est ça, vous faites du trafic de drogue. Ah non? C'est mon laitier, il m'en emporte tous les matins avec ma bouteille de lait. Vous êtes vraiment malade, hein? Je vous comprends pas. Non, je ne vous comprends pas. On est là, tous les deux, bloqués. Vous, la femme, moi, l'homme. Ouais. Et qui résisterait? Eh ouais. Eh ben moi, pas de chance, hein. La seule capable de résister, il faut que vous tombiez dessus. Oh Seigneur. Qu'est-ce qui se passe, ça ne va pas? Non, c'est ce damar là, si je trouve pas le moyen de l'enlever et de prendre une bonne douche, je vais mourir. Madame Foster. Vous savez ce qu'il y a au bout de ce couloir? Au bout de ce couloir, il y a une salle de bain immense, carrelée de marbre blanc, avec une baignoire en forme de conque, dont les eaux bouillonnantes vous enveloppent. Des obus. Ouais, des eaux bout, des eaux boubou. Et il y a aussi une douche ultra moderne qui masse et qui délace. Oh pardon maman. C'est au fond du couloir à droite. Les serviettes sont dans le meuble blanc à côté du meuble UV. Vous, c'est pas Fred Astaire qui vous a appris à danser, on dirait. Non, effectivement. À qui ai-je l'honneur? Gilles Péric, mort de froid. Et vous, qui êtes-vous? J'habite ici, je suis le maître de séance. Ah, le voisin. Oui. Et vous? Vous êtes Arthur. Moi, le savez où? Je suis pas sorcier. Je suis extra-lucide. Je lis dans les boules de cristal. Et dans le mar de Bourgogne.
Elle reviendra. Elle me l'a dit. On sait pas que je crois ce qu'elle dit, mais j'ai toujours cru en elle. En attendant, du bord de ma fenêtre, je regarde l'époque passée. Pour éclaircir le temps, je noircis du papier. Mon chagrin du matin est rédigé le soir. Elle reviendra. Vous savez, avant elle, pendant elle, j'ai tout lu. Mais je n'ai rien su garder. Son départ m'a comme dépouillé de mes acquisitions. Elle reviendra. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu as faim? Oui, oui, on dit un peu partout que notre monde se meurt. Oui, mon bébé, regarde ton papa qui arrive. En réalité, nous vivons une immense période d'équilibre. Bien sûr, notre vieille civilisation est par terre, écrabouillée dans les tranchées de Verdun, puis envolée dans les fumées d'Auschwitz. Elle reviendra. On ne quitte pas comme ça un homme qui n'aime que vous, un homme qui vous a consacré 5 livres, 10 films, 5 pièces, sans compter les chansons. Oui, oui, tout va très bien dans le monde. À part le petit chat. La mort, ça, je m'en suis jamais remis. Le petit chat est mort. Voilà le vrai génocide. Qui va là? La bonne. Quelle bonne? La vôtre. Ah oui, Gertrude. Excusez-moi, il y a des matins comme ça où je ne reconnais plus moi-même. C'est drôle, non? Très drôle, monsieur. Vous ne vous êtes pas encore couché? Non, j'écrivais. Dans le noir. Je suis comme les chats. Les chats. Le mieux est que je vous sers votre café. Gertrude, pourquoi vous mettez toujours ce truc-là? Quel truc? Cette chose-là? Parce qu'à l'origine, je n'étais juste que la femme de ménage. Gertrude, il y a combien de temps que vous êtes ici? Cela fera 7 ans le 1er avril, monsieur. Comme le temps passe. Et par où? Gertrude, est-ce que vous avez déjà éprouvé l'amour? Oui, monsieur. Combien de fois? Une fois, monsieur. Hein? Et il y a longtemps? Il y a 7 ans, monsieur. Hein? Et vous avez été payé de retour? Non, monsieur. Enfin, si, une fois. Il y a 6 ans. Hein? Et comment était-il? C'était vous, monsieur. Ah oui, monsieur, excusez-moi. Comme le temps passe. Mais par où? Ah! Bon, allez au travail. Allez au travail. Elle reviendra. Peut-être même qu'elle arrive. Ça y est, elle est en train d'arriver. Avalez ça pendant que c'est chaud. Aujourd'hui, vous prendrez du sucre? Aujourd'hui, 5 sucres. Pas plus. Monsieur, vous savez, vous devriez prendre des vacances. La mer, la montagne, moi, je les ai là-dedans. Mais justement, monsieur, faut vidanger, faut vidanger. Ma bonne Gertrude, j'ai même pas qu'il soit trop tard. La citerne est à bord, le trop-plein est bouché. Assez. Vous avez dit assez? Et je le répète, assez. 15 jours à la campagne, monsieur, et dès ce soir, sinon moi je ne réponds plus de vous ni de l'ordre de la maison. Mon enfant, le repos du créateur. Le créateur. Et moi, le repos de l'artiste n'existe pas. Les vacances, pour l'écrivain, les vacances ne sont pas une récréation, mais une décréation. On n'est pas très bien avec cet air russe. Je suis normande. Vous voyez, les Slaves normands. Surveillez-vous, prenez un côté domestique Tolstoï, neige fondue, morne pleine, samovar tragédie qui sont un peu... Moi, monsieur, je trouve que vous avez une tête à faire rire les enfants. Quels enfants? Tous ceux qui vont au cirque. Mais alors, la belle figure d'intellectuel ravagé par les torrents des passions, serais-je démasqué? Non, monsieur, vous m'épuisez.
Je vais voir s'il n'est pas parti. C'est elle. C'est elle? C'est madame? Le journal, elle. Oh, j'en ai rien à foutre. Cette dame fait une enquête auprès des écrivains. Oh, je déteste le monde littéraire. Monsieur, s'il vous plaît, un bon mouvement. Oh, mais je n'ai plus de bon mouvement depuis qu'elle est partie. Le petit chat est mort. Eh bien, justement, cette dame voudrait que vous lui lisiez en 3 mots votre opinion sur le mariage. En 3 mots? Oh, la salope. Là, vous vous égarez. Vous direz que vous êtes le seul homme à avoir eu votre photo sur la couverture. Dérisoire. C'était quand? L'été dernier. Je ne me souviens pas. C'était quand madame est partie. Est sortie. Ah, madame. Dans ce cas, je vais prendre votre jeune castratrice. Préparez vos couteaux, voici le remouleur. Magasinelle, c'est lui, pour moi. Un mari est excellent pour une femme, surtout si elle le choisit drôle, beau et riche, intelligent avec un grand dos et des mains, susceptible de faire démarrer des saloperies de moteur, des bateaux hors bord qui se mettent en marche avec une ficelle. Un mari tient chaudière quand il est délicat, il écrit des mots doux et ronds sur les chèques, vous part comme une chasse et vous console très bien de vos chagrins d'amour. C'est pourquoi, en règle générale, le mari dure plus longtemps que les amants. Les respects, elle. Julien, Tu es là? ta femme, Clara, regarde-moi. Je suis si distrait. Quand je t'attendais depuis si longtemps. Tu me reconnais? Oui, mais je t'ai toujours regardé pour la première et la dernière fois. Ce n'est pas la prudence, c'est l'espérance. Tu sais ce qu'il y a de beau en toi. C'est que tu sais parler de l'avenir. Oh oui, de l'avenir. L'heure du dîner ne doit pas être loin, et je suis exact au rendez-vous. Je vais enfin la voir, l'entendre me parler d'amour. Singulière chambre pour un rendez-vous amoureux. Une fenêtre grillée, des murs tout nus. Ce doit être quelque ancienne prison seigneuriale. Barberine l'aura choisi comme le lieu le plus éloigné du château. En vérité, c'est une grande faiblesse que la fragilité des femmes, conquise en si peu de temps. Est-ce que je l'aime? Non, je ne l'aime pas. Fille donc, trahir ainsi un mari si plein de confiance et de droiture. Céder au premier regard amoureux d'un inconnu. Que peut-on faire de cela? Une maîtresse agréable à un caprice pour passer le temps? Mais il me semble que j'entends du bruit. Quelqu'un monte à l'escalier. On s'approche, on monte à petits pas. Que mon cœur palpite! Qu'est-ce que ça signifie? La porte est fermée de l'extérieur. Il est comme barré. Ça doit être quelques précautions de Barberine. Et si elle ne venait pas? S'il arrivait quelque obstacle imprévu? Elle me le ferait dire. Quelqu'un marche dans le corridor. C'est Barberine. Je reconnais son pas. Silence. Il ne faut point ici se donner l'air d'un écolier. Je veux composer mon visage. Celui à qui de telles choses arrivent ne doit point en paraître étonné. Seigneur Rosenberg, comme vous n'êtes venu ici que pour commettre un vol, le plus odieux et le plus digne de châtiment, le vol de l'honneur d'une femme, et comme il est juste que la pénitence soit proportionnée au crime, vous êtes emprisonné comme un voleur. Il ne vous sera fait aucun mal, et les gens de votre suite continueront à être bien traités. Si vous voulez boire et manger, vous n'avez d'autre moyen que de faire comme les vieilles femmes qui gagnent leur vie en prison, c'est-à-dire de filer. Vous trouverez une quenouille et un rouet tout préparés dans cette chambre.
Et vous pouvez avoir l'assurance que l'ordinaire de vos repas sera scrupuleusement augmenté ou diminué selon la quantité de fil que vous filerez. Est-ce que je rêve? Oh là, Barberine! Oh là, Jean! Oh là, Albert! Ouvrez! Qu'est-ce que ça signifie? La porte est comme barrée, elle est fermée de l'extérieur. Ouvrez! C'est moi! C'est Rosenberg! Ouvrez! S'il vous plaît! Je prie qu'on m'ouvre! Oh là, le gardien! On n'ouvrira pas! Seigneur, ces cris ne servent de rien. Il commence à se faire tard. Si vous voulez souper, il est temps de vous mettre à filer. Et c'est bon. C'est une plaisanterie. L'espiègle me piquer au jeu par ce joyeux tour de malice. J'ai bien temps de m'inquiéter. On m'ouvrira dans un quart d'heure. Voilà qui est clair. On observe ma contenance. On m'éprouve peut-être. Pour les déconcerter un peu, il faut que je me mette à chanter gaiement. Quand le coq de bruyère voit venir le chasseur, oh là, dans la clairière, oh là, l'an des rira. Toi le harnique compère, franc chasseur, l'arbre au poing. Oh là, remplis mon verre, oh là, l'an des rira. Seigneur, puisque vous ne filez pas, vous vous passerez sans doute de souper. Et j'imagine que vous n'avez pas faim. Ainsi, je vous souhaite une bonne nuit. Est-ce que j'ai pris le piège? Voilà qui a l'air sérieux. Passer la nuit ici? Sans souper? Et moi qui n'ai pas dîné pour venir à ce rendez-vous? Mais j'ai une faim horrible! Qu'est-ce que ça signifie? Une bonne nuit? Combien de temps va-t-on me laisser enfermer ici? Assurément, cela a l'air sérieux. Ah! Exécrable Barberie, misérable, infâme! Ah! Malheureux que je suis! Me voilà en prison! On va faire murer la porte! On va me laisser mourir de faim! Ah Dieu! Ah ciel! Prenez pitié de moi! Seigneur, avant de me coucher, je veux bien savoir si vous avez filé. Non! Non, je n'ai pas filé, je ne file pas. Je ne suis pas une fileuse. Ah! Barberine, vous me le paierez. Seigneur, quand vous aurez filé, vous avertirez le soldat qui monte le garde à votre porte. Non, comtesse, pour l'amour du ciel, encore un mot, écoutez-moi. Filez, filez. Non, non par le sang, non par la mort. Je briserai cette quenouille. Non, je mourrai plutôt. Adieu, Seigneur. Non. Non, je ne filerai pas. Quand bien même le ciel devrait m'écraser. Le jour tombe peu à peu et la faim augmente en proportion. Est-ce que j'en serais réduit à filer? Non. 1000 fois non. Je préférerais mourir comme un gentilhomme. Qu'est-ce que c'est que cette quenouille? Comment cela fonctionne-t-il? Quelle machinerie de diable est-ce là? Je n'y comprends rien. C'est tout entortillé. Eh bien, Seigneur Rosenberg. Je file, comtesse, je file. Sur tous les territoires situés à plus de 3 km d'une zone urbanisée, sur 2 km, c'est largement suffisant, il ne faut pas exagérer. Mais oh, c'est toi? Oui, Tu es revenu? rien n'a bougé. Tout
Tout est toujours à la même place. Tu es surpris de me voir? Oui, je ne m'y attendais pas. Mais, je veux dire, je croyais Que j'étais parti définitivement. D'une certaine façon, oui. Dépôt, assieds-toi, je t'en prie. Ah, les roses. C'est ce qui m'a le plus manqué en Afrique. Les roses. Il n'y en a pas là-bas. Non, elles poussent beaucoup d'ombellifères, de zygomorphes à pistils, de flumiflores colorés, mais ce n'est pas la même chose. Je croyais qu'il restait quelques trémières sur les monts Kotika. Totalement faux, c'est un attrape-touriste. Ah bon? Les roses trémières liées au Kotika ont été totalement dévastées par les singes hurleurs. Oui, la région en est infestée. Les singes hurleurs sont très friands de l'étamine. Pourquoi es-tu revenu? Pour te parler d'Irène. Irène? Une seconde, tu veux bien? Excuse-moi, mais après ça me sort de la tête. Oui, tu disais Irène. Elle était là. J'étais là. Irène s'est levée. Elle s'est approchée de toi. Elle t'a embrassé. Tu n'y as pas prêté attention. Puis elle t'a dit Franck, c'est notre dernier baiser. Tu as souri, pensant qu'elle plaisantait. Et tu as dit Avant de passer à table? Donc, notre dernier baiser avant le déjeuner? Non, Franck, le dernier, le dernier. Irène, que se passe-t-il? Car tu es fatiguée? Fatiguée? Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse. Je ne t'aime plus, Franck. Irène, mon canard, je ne joue plus, je donne mal au gauchat. Que se passe-t-il? Je pars, Franck. Irène, mon amour, ce n'est pas possible, tu en aimes un autre? Oui. Qui? Et lui. Et lui, c'était moi, et nous sommes partis tous les deux très loin en Afrique. Excuse-moi. Franck, reprends Irène. Tu es venu me ramener Irène? Me rendre Irène? Tu sais, tes boucles d'oreilles, elle les porte toujours. Vraiment? Oui, elle qui perd tout, Franck. Tu le croiras si tu veux, mais depuis 10 ans que je sillonne la haute volta avec Irène, elle n'a rien vu. Rien? Du tout. Pourtant, je lui ai tout montré, hein. Les Dzomba, le parc national, le menuet des oiseaux crocodiles au crépuscule, le musée de Ouagadougou. Mais rien ne l'intéressait. Et tu sais pourquoi? Parce que tu étais là, Franck. Qu'est-ce que tu dis? Elle n'a jamais cessé d'être ta femme. D'ailleurs, les sorciers ne s'y trompaient pas et lui donnaient toujours un morceau de chien. En haute volta, on donne du chien aux possédés pour les exorciser. Elle a mangé une meute entière en 10 ans, ça n'a servi à rien. Elle t'a toujours dans la peau, Franck. Je crois qu'elle a gardé son corps d'enfant. Ah oui? Et elle s'étire toujours comme ça? Quand elle est au lit? Oui! Mais tu crois qu'elle saura encore danser? Au premier pas. Elle me fredonnait jour et nuit. Au premier pas. Quel beau couple! Mais je t'appelle. Tu sais, ça n'a pas été facile pour moi de venir te dire tout ça. mais quand je vous vois comme ça tous les deux s'y fait l'un pour l'autre, il faut savoir perdre. Où vas-tu? La chercher? Parce que tu as cru sérieusement que tu allais pouvoir me refiler cette traînée qui était capable de filer avec un étron comme toi il y a 10 ans, et que tu me ramènes aujourd'hui plein de mouches tsetse et d'engager par le manioc? Ah, j'avais oublié, complètement oublié. Je te jure, hein, pendant 5-6 minutes, j'ai cru que je m'adressais à un être humain, civilisé, normal. Je ne me rappelais plus que tu étais une charogne, un monstre incapable de ressentir quoi que ce soit pour sa propre femme. Je t'en prie! Alors, tu dois tout de même pas me dire que si Irène t'a quitté, c'est à cause de moi. La première fois que je suis venu ici, qui m'a placé là, juste à côté d'elle pour l'apéritif, hein? Et le lendemain, après le déjeuner, quand on t'a enfermé dans la cave et qu'on est parti, tu n'aurais pas pu enfoncer la porte d'un coup d'épaule? Tu n'as même pas crié.
Ah, c'est trop facile. Tu la reprends, un point c'est tout. Nepo, calme-toi. On est en Europe ici. On parle, on tente de communiquer. Oui, je sais, ce n'est pas toujours aisé, mais on essaye. Nepo, même si je voulais, je ne pourrais pas reprendre Irène. Sincèrement? Absolument. J'ai beaucoup trop de travail. Je n'arrive pas à finir le quart de ce que je dois faire. Commission, les sous-commissions, les discours, les rapports de session. Alors, je te pose la question, tout ça, Irène, où? Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que je vais devenir? Tu sais comme elle est inquiète. Oh, bah si, je sais. Et tiens, avant-hier, on se promenait aux Tuileries et tout d'un coup, près du grand bassin, elle me dit si tu m'aimes, mange ce caillou. Je l'ai mangé, Franck. J'en peux plus, reprends-la. Nepo, il m'a fallu 10 ans pour récupérer mon arriéré de sommeil avec Irène. Parce qu'avec moi aussi, elle était toujours inquiète. Je croyais que la mort allait briser notre amour, elle voulait qu'on profite de tous les instants. Tiens, la nuit, quand je m'endormais, elle me jetait dessus en criant. Mais tu ne vis pas, vis! C'était épuisant, j'ai failli en crever! Tiens, tu sais pourquoi j'ai pas défoncé la porte de la cave? Vous m'avez enfermé avant de m'enfuir? Non. Parce que je me suis endormi. Qu'est-ce que c'était bon! Non, il n'y a vraiment rien à faire. Peut-être trouver quelqu'un d'autre? Tu sais très bien qu'il n'y a que nous deux au monde qui lui fassions penser à son père. Oui, Nepo? Si on la tuait. Nepo? Franck? Nepo? Regarde le joli petit caillou que j'ai trouvé. Nègre que tu fais gueuler à tue-tête avec la migraine que j'ai. Tu as pris un comprimé? Non, Bon, je vais te les chercher. je n'en veux pas. Bon, alors je ne vais pas te les chercher. Faut toujours que tu fasses tourner ces sacrés disques. Hein. Excuse-moi, papa, je ne savais pas que tu avais la migraine. Je te prie de me parler autrement Je ne te parle pas sur un ton particulier. et ne réplique pas. Mais je ne réplique pas, il fait beaucoup trop chaud pour cela. Mais je me demande pourquoi, ici, on peut jamais écouter de la musique sans... C'est de la cacophonie, voilà tout ce que c'est que votre musique. De la cacophonie. Et je suppose que tu ne vas pas me conduire aujourd'hui. Je suppose qu'avec ta migraine, tu ne vas pas m'emmener à l'hôpital, n'est-ce pas? Non. C'est bien ce que je pensais, et j'imagine que tu as besoin de la voiture. Parfait. Parfaitement, je m'en doutais. Et que vas-tu faire? Tu vas rester assis tout l'après-midi à reluquer la voiture? Tu vas rester assis à la reluquer tout l'après-midi, hein? Rester assis avec ton fusil à côté au cas où des oiseaux ou je ne sais quoi viendraient chier dessus, hein? J'en ai besoin. Mais oui. Je te dis que j'en ai besoin. Oui, oui, j'ai entendu, tu en as besoin. Parfaitement. Parfaitement. Tu vas descendre en ville jusqu'au club des démocrates, retrouver cette bande de bons à rien. Aujourd'hui, tu vas jouer au grand homme politique. Suffit! Tu vas aller t'asseoir avec cette bande de fainéants, fumer un de ces cigares de luxe dont tu n'as d'ailleurs aucun besoin, que tu n'as pas les moyens de t'offrir, ou plutôt que je n'ai pas les moyens de t'offrir, fumer la marque du maire, son honneur, le maire. Tu vas aller t'asseoir là-bas et te gargariser de grands mots, rappeler combien le maire et toi, vous êtes comme les deux doigts d'une main. Tu vas jouer au gros bonnet quand je pense que tu n'es... Tais-toi! Un larbin, un parasite. Tu te C'est tais! pour ça que tu as besoin de la voiture, hein, alors que moi, pour aller travailler, je vais être obligée de prendre un autobus bondé qui sent mauvais ou je crèverai de chaleur. Je te dis de te taire! J'en ai par-dessus la tête de t'entendre critiquer mon amitié avec le maire. Ton amitié. Parfaitement, mon amitié. Sais-tu ce que je vais faire?
puisque son honneur nous fait l'honneur d'être de nos patients, aussitôt arrivé à l'hôpital, si jamais j'y arrive avec ce sale autobus bondé, j'irai lui rendre visite et je lui demanderai comment se porte votre amitié. Je t'interdis d'aller le déranger, tu m'entends? Pourquoi? J'imagine au contraire qu'il serait ravi, le maire, que la fille d'un de ses meilleurs amis vienne lui rendre visite et lui... Je t'assure que ça va mal finir. Oh, et comment est-ce que cela va finir, s'il te plaît? Fais attention. Votre fameuse... Tiens, j'ai une idée. Et si tu me conduisais à l'hôpital, ce serait l'occasion d'aller rendre une petite visite à ton bon ami le maire. Ça, c'est une bonne idée, non? Non, ça suffit! Ça suffit, hein! Tu me dégoûtes. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Je dis, papa, que tu me dégoûtes. Là, c'est fini, c'est fini. Attends, va travailler. Je vais d'abord te chercher des comprimés. Je t'ai dit, j'en voulais pas. Cela m'est bien égal que tu les veuilles ou non. Je suis pas un de tes malades. Heureusement pour moi. Sûrement, tu fais plus attention à eux qu'à moi. Je ne suis pas une infirmière de salle, papa. Quand te mettras-tu ça dans la tête? Je suis à la réception au bureau des entrées. Tu le sais très bien. Pourquoi fais-tu toujours semblant de l'ignorer? En tout cas, si tu étais, comment dis-tu, une infirmière de salle, si c'était ton travail, bah tu t'occuperais davantage de tes malades que de moi. Mais toi, qu'est-ce que tu es au juste, hein? Qu'est-ce que tu es? Es-tu malade ou non? Es-tu un pauvre infirme? Ou as-tu l'intention de te sortir de ton fauteuil dès que j'aurai le dos tourné pour descendre en voiture jusqu'au club des démocrates, aller te prélasser avec cette bande de bons à rien? Faut choisir, papa, on ne peut pas tout avoir. T'occupe pas de moi. On ne peut pas, je t'assure. T'occupe pas, je te dis. Bon, faut que j'aille travailler. Dis-moi, pourquoi ne demandes-tu pas à ton petit ami de te conduire avec sa voiture? Ça va, hein, ça va. Ah, il pourrait très bien venir te chercher ici, hein? Je te dis que ça suffit. Pourquoi pas? Et peut-être que tout ce qui l'intéresse, c'est de te ramener ici le soir, quand il fait bien noir, quand il fait assez noir pour te plotter dans sa voiture, c'est ça, hein? Et pourquoi ne l'as-tu jamais amené ici que je le vois un peu? Pourquoi ne l'as-tu jamais montré? Oh ça, papa, c'est sans doute que j'ai pas envie qu'il voie. Je vous entends. Je vous entends bien, tu sais, ici, le soir, je vous entends rire et faire tout votre petit manège dans sa voiture. Je vous entends. Je m'en vais, papa. C'est ça, va, va-t'en, va. Et comment? Va, va. Et quand tu reviendras, ne reste pas toute la nuit devant la maison, dans sa voiture. Tu m'entends? Tu m'entends? Trognon! Trognon, je vais bien t'épater. Je vais t'emboucher une surprise. Sais-tu qui m'a offert un cadeau? La concierge. Oh peste, tu as de belles relations. Il ne m'avait jamais dit ça. Ne chine pas la concierge, Trognon. C'est une femme tout ce qu'il y a de batte. À preuve qu'elle m'a donné, devine quoi? Un gora. La concierge t'a donné un gora? Ah oui, mon vieux. Et qu'est-ce que c'est que ça, un gora? Tu ne sais pas ce que c'est qu'un gora? Ma foi, non. Oh, Trognon! Je te savais un peu voir, mais à ce point, jamais je l'aurais cru.
Alors non, tu ne sais pas qu'un gora c'est un chat? Ah, un angora, tu veux dire. Comment? Et tu me dis angora. Naturellement que je dis un gora. Mais on dit pas angora. On dit pas un gora. Oui, non. On dit quoi alors? On dit un angora. Depuis quand? Ah, depuis toujours. Mais tu crois? Ah bah j'en suis même certain. J'avoue que tu m'étonnes un peu. La concierge dit un gora. Alors si la concierge dit un gora, c'est qu'on doit dire un gora. Bah, tu n'as pas besoin de rigoler peut-être. Je la connais mieux que toi. Et ce n'est pas encore toi avec tes airs malins qui lui fera le poil pour l'instruction. Oh, parce qu'elle est si instruite que ça. Tout ce qui se passe dans cette maison, c'est par elle que je l'ai appris. Oh, c'est une raison, je le reconnais. Mais ça ne change rien à notre affaire. Hein. Pour ce qui est de dire un angora, sois sûr, on dit un angora. Je dirais ce que tu veux, Trognon. Ça m'est égal après tout, si nous n'avons pas d'autres motifs de dispute. C'est évident. Le tout, c'est qu'il soit joli, hein? Qui? Le petit angora que m'a donné la concierge. Et à cet égard, il n'y a pas mieux, figure-toi. Un vrai amour de petit angora. Pas plus gros que mon poing, des souliers blancs, des yeux comme des cerises à l'eau de vie, et un petit bout de queue, mais pointu comme les ténors de ma grand-mère. Oh mon Dieu, quel amour de petit angora. Ah, je vois au portrait que tu m'en traces, qui doit être en effet très bien. Mais une simple observation, Molou, on ne dit pas un petit angora. Tiens donc, pourquoi? Parce que c'est du français de cuisine. Oh, elle est bonne celle-là, mais je dis ce que tu m'as dit de dire. Pas du tout. Je proteste, je t'ai dit on dit un angora, pas un petit angora. C'est que dans le premier cas, le A du mot angora est précédé de la lettre N. Alors que cette lettre T qui le précède avait le mot petit. Ah! En voilà des histoires. Mais qu'est-ce que je dis moi dans tout ça? Eh bien, tu dois dire un petit angora. Mais il n'y a pas d'erreur au moins. Ça sans crainte. Tu es sûr? N'en doute pas. Je tiens à être fixé, tu comprends? Tu l'es, comme avec une vis. Bon, n'en parlons. Maintenant, je voudrais ton avis. Et j'ai envie de l'appeler Zigoto. Excellente idée. Il me semble. Ah, je trouve ça épatant. N'est-ce pas? Tout simple, Gai, sans prétention, c'est facile à retenir. ça fait rire le monde. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ah oui, je crois que pour un tangora, le nom n'est pas si mal trouvé que ça. Pour un quoi? Pour un tangora? Oh, bonne mère. C'est pas pour te chier des choses désagréables, ma pauvre cocotte en sucre, mais on ne dit... Fais donc attention, ça Christophe, on ne dit pas un tangora. Ça va durer longtemps cette plaisanterie-là? Je n'aime pas beaucoup qu'on se paye ma physionomie. Et si tu es venu dans le but de te payer mon 24 ans, il faudrait mieux le dire tout de suite. Tu t'emportes, tu as bien tort. Je te dis, on dit un petit angora, un gros angora, un petit angora. Il n'y a pas de quoi fouetter un chien. Tu vas pas te fâcher pour une question de liaison. Une liaison? Mais une liaison comme la nôtre, vaut mieux que bien des mariages d'abord. De toute façon, c'est ma faute. Je n'ai que ce que je mérite. Si au lieu de me conduire gentiment avec toi, je m'étais payé ton 24-30 comme les 9/10 de celle que tu as rencontrée, tu te garderais bien de te payer le mien aujourd'hui. De toute façon, c'est toujours la même chose. Je ne te crains pas, donc je me moque de toi. Heureusement, il est encore temps. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il y a encore temps? Temps de quoi? Je me comprends, c'est le principal. Tu vois, c'est toujours imprudent de jouer au plus fin avec des femmes, des plus malins que toi ayant trouvé leur maître parfaitement, à bon entendeur. Je t'en ficherai, moi, du Zangora.